Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler cyclocross en cette fin de saison et avec justement les mondiaux, les championnats du monde qui arrivent ce week-end à Tabor en République tchèque. Mathieu Van Der Poel et Fem Van Empel vont remettre leur titre en jeu, et je parle là des champions du monde élite. On va donc dans ce podcast revenir sur ce qui s'est passé cette saison, faire un petit bilan chez les femmes comme chez les hommes. Et on en profitera également pour évoquer un petit point qui a fait débat pendant la saison, à savoir le calendrier de la Coupe du Monde, qui est actuellement à 14 manches. Je ne sais pas si comment ça pourrait évoluer, mais on en parlera, puisqu'il y avait eu pas mal de discussions à ce sujet, et on fera justement, bien évidemment, les pronostics pour les mondiaux de Tabor, chez les hommes comme chez les femmes, mais aussi les chances françaises, parce qu'on en a plutôt chez les catégories de jeunes, mais de belles chances. On va voir ça avec justement de deux spécialistes cyclocross. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on est aussi avec Johan. Salut Johan. Salut à vous deux. Enfin on parle de vrais sujets quoi. Bon, la route c'est sympa, mais voilà. Ouais, on se fait quelques petits podcasts pour s'occuper un peu pendant l'été, mais la vraie saison elle est maintenant. Bon, je préciserai pour rassurer Geoffrey que, en effet, la saison de cyclocross ne se terminera pas sur les mondiaux. Le cyclocross, ça va jusqu'à fin février à peu près. Donc, c'est ça, ce qui fait qu'on a une petite transition tranquille avant la reprise de la saison de piste. Mais écoutez, avec tout ça, on a le programme. On est parti dans la bonne humeur pour parler des sous-bois. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. On va commencer par parler de ce qui s'est passé chez les femmes, avec une coureuse qui s'est beaucoup illustrée, à savoir Fem Van Empel. Alors Fem Van Empel ne remporte pas le classement général de la Coupe du Monde, pour la simple et bonne raison qu'elle a raté un peu trop de manches de la Coupe du Monde cette saison, mais elle a quand même pris part à 17 courses, et seulement 2 défaites, donc 15 victoires pour la championne du monde en titre. Là on peut dire que cette saison, elle était encore plus au-dessus du lot, peut-être, qu'elle n'a pu être par le passé. Après, par le passé, ça reste une montée relativement récente, parce que oui, bien sûr. Elle a explosé l'année dernière, et là, elle est encore au-dessus. On rappelle qu'elle a que 21 ans, donc techniquement, elle pourrait être encore dans la catégorie espoir. C'est pas mal de le rappeler, en effet, oui. Mais elle a quand même l'impression de changer de dimension, elle fait plus patronne que l'année dernière quand même. L'année dernière, elle écrasait un peu, mais ça faisait moins le même ressenti que maintenant. Et puis, tu avais un peu plus. Il y avait plus de matchs, que ce soit avec Peter Se, parfois Shirin Van Roy. Alors que là, la plupart de ces victoires, il n'y a vraiment pas eu de match du tout. Elle a très vite écrasé la course, ou alors on savait qu'elle attendait un moment pour en mettre une. Là, ce week-end, c'était. Voilà, quoi, c'est la démonstration de ce qu'elle est capable de faire. En mettant une course complètement KO, quand elle attendait tout le monde à Rorail 2, c'était assez insolent. Les adversaires qui font des erreurs, qui glissent, qui manquent de tomber, et puis du coup, limite, elle se met en roue libre en regardant ce qui se passe derrière, parce qu'elle voulait se tester en mettant juste une grosse mine sur la fin. Elle a l'air bien en confiance. C'est vrai que pour Fem Van Empel, il y a eu un petit moment dans la saison, du côté de la période entre Noël et le jour de l'an, on a pu se dire il y avait eu des chutes, je crois, pour Van Empel. Est-ce que ça commencerait pas à être un petit peu plus compliqué? Puis au final, ça a duré 2 courses, 3 courses et c'est reparti. Elle fait 2e à Gavereux, mais Puck Pieterse était vraiment au-dessus ce jour-là. Elle n'est pas sur le podium, c'était à Hulst, c'est ça. Où il y avait une très belle course avec du suspense entre les 4 meilleures filles de la saison. Mais sinon, sa domination. Même si elle a plus perdu que Mathieu Van Der Poel, elle m'a paru encore plus dominateur que ce que Mathieu Van Der Poel a fait côté masculin, comparé avec ce dont on parlera juste après. Comment est-ce qu'on explique justement que Fem Van Empel, elle ait encore franchi un cap, passé un cap? Est-ce que c'est, entre guillemets, simplement
le fait qu'elle ait fait vraiment de la route sur cette saison 2023, ou il y a d'autres explications? Elle est plus vieille, non? Non, mais c'est de 20 ans, 21 ans. Oui, mais non, mais il y a ça aussi simplement, c'est qu'elle prend de l'âge, elle prend de la force et du niveau en général. Sans doute que la route, ça lui fait du bien, mais elle a pas fait non plus une saison route. Enfin, c'est pas du tout la même saison de route que Shirin Van Der Rohe, par exemple. Oui, bien sûr. Qui a pas trop, enfin, qui s'est cassé un peu au cyclocross là, qui a pas trop pu se remontrer, mais Qui était même complètement cramé sur le cyclocross, oui, voilà. vu la saison de route qu'elle a faite. Fem Van Empel, c'est dur de dire que la saison route lui a fait passer un gros cap plus que si elle avait fait, enfin, c'est une saison route normale pour quelqu'un qui fait du cyclocross. T'as plein de crossman qui font des saisons de route équivalentes qu'on voit pas forcément trop, mais c'est le même nombre de jours de course ou tout ça. Donc, pour moi, c'est plus qu'elle a pris de l'âge, elle a pris de la force, elle s'étoffe physiquement, et puis ça donne ça après. Moralement, on sent qu'elle se situe mieux par rapport aux autres que les années précédentes aussi. Mais Surtout moi, que c'est plus. Oui, vas-y. la fin de saison dernière, en plus, a pu bien la mettre en confiance parce que elle finit, alors que c'était à chaque fois 1, puis 2, puis 1, puis 3. Elle a vraiment enchaîné les victoires sur la toute fin de saison. En plus, avec les 2 dernières victoires là, dans le trophée avec le maillot de championne du monde. Donc, ça a pu lui permettre de peut-être passer un cap aussi dans la tête et de se dire que voilà quoi, elle était championne du monde très largement, puis elle gagnait 2 courses dans la foulée, elle a pu revenir dans de bonnes conditions, choisir le calendrier qu'elle se faisait, quelques-unes tôt dans la saison, puis une coupure, puis revenir. Ça a donné une impression de maîtrise totale de son sujet sur tout ce qu'elle a fait, quoi. Donc c'est-à-dire un peu en quelque sorte, là on est en train de voir Fem Van Empel dans toute sa splendeur à 100%. Ouais. Mais il y a aussi le côté où elle est à 100%, c'est qu'elle se met dans la facilité d'avoir un calendrier qui est très ciblé sur là je vais être en forme, là je vais être en forme, là je vais être en forme. Là où par exemple une Céline Alvarado, elle a été beaucoup plus complète sur la saison ou d'autres coureuses. Ce qui d'ailleurs est questionnable parce que si tu fais du cyclocross, ton activité principale de la saison, se retrouver à pas viser le général de la Coupe du Monde, pas trop viser le général de Super Prestige. Les VV Trophy c'est bien, mais bon, enfin c'est pas le gros du truc quoi. Alors c'est plus le trophée, ça a changé de sponsor, plus Oui. le Garden, c'est plus VV. Oui. Le trophée Oui, Gazette Van Antwerpen, souviens- si on remonte encore un petit peu plus, dans combien Non mais je me souviens jamais. Frère. Je remarque que Ouais. Yoann est encore à l'ancienne, hein, c'est le X2O Trophée, hein, pour ceux qui ne savaient pas que ça s'appelait VVV avant. D'ailleurs, si à l'occasion, s'il y en a qui ont les contacts des commentateurs d'Eurosport et qui appellent à chaque fois le trophée en disant juste le sponsor, à la télé, ça m'amuse à chaque fois d'entendre parler du trophée, enfin du X2O Badkamers. Enfin, c'est juste une marque de salle de bain. Badkamers, c'est salle de bain en flamand. Donc, quand Voilà. on dit qu'il y a quelqu'un qui a gagné un Badkamers, ouais, littéralement, ça voudrait dire qu'il a gagné une salle de bain. Alors que le mot flamand, c'est trophée. Donc, je sais pas, il y a Oui, un en équivalent plus, français c'est- qui me c'est- semble passer mal. C'est sûr que c'est pas le mot flamand le plus compliqué à prononcer en français, en effet. Ah, mais voilà, ça, au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça permettrait de comprendre pourquoi il y a des canards partout sur le X2O Trophée. Voilà, au moins comme ça c'est fait. D'ailleurs, le X2O Trophée, il reste encore 2 manches, et Fem Van Empel, elle a 8 minutes d'avance. Donc, c'est pas encore gagné. Oui, puisque techniquement, si tu en ne participant pas à une course, tu as 5 minutes de pénalité par rapport au temps du vainqueur. Et on peut rajouter 2 fois 15 secondes pour les premiers. Tout à fait. Bon, voilà. Ça, c'est pour le détail du détail, mais ça montre aussi que Fem Van Empel a vraiment choisi de cibler ses objectifs, comme vous le disiez, ce qui fait qu'elle n'a pas participé à énormément de courses de Coupe du Monde. Hein. Je vois, entre Maasmechelen fin octobre et Anvers juste avant Noël, elle n'a pas fait de Coupe du Monde, mais pendant ce temps-là, elle enchaînait sur les Super Prestiges, des X2O Trophées. Comment ça peut être quoi l'intérêt dans ce cas-là? Il y a eu sa grosse coupure aussi, il y a eu Val di Sole qui est particulier, il y a eu le stage en Espagne pendant qu'elle était à Namur, donc ça se comprend qu'il y en ait quelques-unes qui ne soient pas faites. Maintenant, faire toute la Coupe du Monde, enfin, on en reparlera quand on parlera du calendrier, mais Oui, mais après tu vois, on n'a pas beaucoup qui font tout le monde. tu sautes les manches américaines parce que, ok. La manche américaine en plus cette année. Oui, en plus la manche américaine. Ça c'est un peu. Que Van Empel est allé faire et allé gagner en plus. Hein. Oui. Ok.
Si elle veut, franchement, dans le genre de déplacement que tu peux sauter, mais tu sautes la Manche américaine, tu sautes Val d'Isole et puis peut-être Dublin et après tu essayes de faire tout le reste et si tu gagnes à chaque fois, tu peux toujours essayer de viser le général. Hein. Tu peux, même en faisant 2-3 impasses, surtout avec autant de manches, en faisant 2-3 impasses, tu peux essayer de jouer le général, elle n'a pas tellement essayé de le jouer non plus. C'est un peu dommage, quoi. Oui, parce que typiquement, je suis pas sûr que. Alors, je vois que dans le classement général, on a Madon Baker qui a marqué des points partout, mais sinon, ça doit être une des seules qui a marqué des points sur toutes les courses. Hein. Même Céline Del Carmen Alvarado, je vais y arriver, n'a pas marqué des points sur l'ensemble des manches de cette Coupe du Monde. Après, il y en a une qu'elle a abandonnée et il y en a une où elle était forfait parce qu'elle était malade. Tout à fait. Mais ça permet de dire qu'on n'est pas obligé de faire un 100% de course pour pouvoir l'emporter. En tout cas, 100% de points, quoi. Non, on peut même faire les 2 tiers des courses et finir deuxième. Voilà, ça c'est Puck Pieterse, en effet, qui a fini très fort avec un triplé Gaverer-Hulst-Zonhoven, notamment. Justement, derrière Van Empel, on en a pas mal parlé, mais derrière Van Empel, on a 3 filles qui ressortent un peu du lot, à savoir Céline Alvarado, Puck Pieterse et Lucinda Brandt. Ce sont les 3 seules qui ont gagné plusieurs fois en Coupe du Monde et en Super Prestige. Est-ce qu'il y en a une d'entre elles parmi ces 3-là qui vous a particulièrement marqué sur l'ensemble de sa saison, sur une performance en particulier ? Moi, c'est Alvarado qui est vraiment... Il y a eu 2-3 ans où on s'interrogeait, est-ce que ça va aller, sa carrière, est-ce qu'elle va revenir au top, comment ça va ? Et là, vraiment, cette année, on l'a vu au top, efficace, des fois hyper chouette sur le plan technique. Moi, je pense à Namur où vraiment elle faisait des dingueries, c'était incroyable à voir, quoi. Du coup, là, vraiment la voir vraiment forte, vraiment capable de faire des grosses courses, des fois de revenir de l'arrière, de faire des attaques, des trucs. C'est vraiment, je trouve, qu'elle était la fille la plus chouette à suivre cette saison. Et vraiment hyper plaisante, quoi. C'est dommage qu'elle n'ait pas été un tout petit peu plus près de Van Empel pour, je sais pas, essayer de la bousculer un peu plus, mais vraiment, elle était chouette à suivre toute la saison. Et c'est un peu comme les Orbits, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est là un peu tout le long, quoi, et qui fait un peu qui est un point de référence après, un peu sur chacune des courses, quoi. C'est vrai que Geoffrey, est-ce que Célina Alvarado a vraiment retrouvé son meilleur niveau qui avait été un peu plus, alors que ça avait été un peu plus compliqué pour elle ces 2 dernières saisons ? C'est sûr, il y a 2 ans que ça avait été compliqué. Elle commençait déjà à remontrer un meilleur visage l'année dernière. Je pense que, vu ce qu'elle a montré sur certaines courses, elle est même plus forte que l'année où elle avait été championne du monde, où elle avait eu d'excellents résultats, qui est sa meilleure saison en termes de résultats. Mais vu ce qu'elle a montré là, physiquement et techniquement, je pense qu'elle est encore plus forte que ce qu'elle a eu avant. Je pense qu'elle est vraiment au meilleur niveau qu'elle a eu de sa carrière. Sauf que y a 2 gamines qui sont arrivées et forcément, alors certes, elle élève son niveau, mais le niveau des meilleurs a encore augmenté. Ouais, pour moi c'est ça. À côté, il y a Lucinda Brandt aussi qui était un petit peu décevante l'année dernière et qui se retrouvait à se faire malmener par les 3 de la génération 2002 et qui est pas à son niveau peut-être pas à son niveau d'il y a 2 ans, peut-être un peu en dessous, peut-être à faire des courses un peu débiles, on pourrait dire. Même si, bon, elle avait fait pire, parfois. Je pense à un championnat du monde face à Marianne Vos. Enfin, vraiment, si on veut savoir comment courir pour faire deuxième, c'est cette course-là qui a regardé. Elle s'en est sortie un petit peu mieux cette année. Et ouais, non, là, après, s'il y a quelqu'un qui a listé quand même derrière, malgré la saison de Céline Alvarado, ça reste Puck Pieterse qui a eu un calendrier très choisi, qui a su à se faire une très belle période, enfin Noël, Nouvel An et cette zone-là, enchaîner quelques victoires, à battre Femme Van Empel et sinon être très souvent la meilleure juste derrière elle. Très souvent, mais après, je trouve qu'elle est un peu plus rentrée dans le rang par rapport à l'an dernier où elle ressortait plus avec Van Empel, plus souvent être accrochée ou être moins bien ou à se faire dominer par d'autres coureuses. C'est plus Van Empel qui est vachement dessus. Hein. C'est-à-dire que pour faire la comparaison entre Pieterse et Van Empel, qui ont le même âge, hein, il me semble, Van Empel a vraiment progressé, tandis que Puck Pieterse a progressé, certes, mais moins que Van Empel. Après, Pieterse, il y a aussi le VTT. Des JO de VTT qui arrivent. Et donc, elle est peut-être moins focus uniquement sur le cyclocross, alors que, on va dire, Van Empel, c'est une cyclocross-woman qui a fait de la route pour se préparer à la saison de cyclocross et qui aura sans doute des objectifs sur la route par la suite, alors que Puck Pieterse, elle a en tête les Jeux Olympiques de VTT l'été prochain, et du coup, elle a fait du cyclocross entre 2 saisons de VTT pour
pour garder la forme et avoir une préparation qui est plus sur le long terme. Ok, oui, c'est deux dynamiques différentes et l'hiver prochain permettra déjà de voir peut-être des dynamiques différentes. C'est ça, on n'est pas non plus au niveau d'un Wout van Aert qui était à la rue en cyclocross cette année par rapport à ce qu'il est en mesure de faire d'habitude. Mais ouais, clairement, Puck Pieterse, sa grande course de l'année 2024, elle n'est pas en février, elle est en juillet. Ou en août, enfin je sais plus quand est-ce que c'est le VTT exactement. Allez, cet été quoi. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'elle aura de quoi faire, Puck Pieterse, pour les Jeux Olympiques en VTT. À présent, après avoir fait un peu le bilan des têtes d'affiche de la saison femmes, je vous propose de passer à ce qui s'est passé du côté des hommes. Là aussi, on peut faire le parallèle. Championne du monde qui gagne presque tout, champion du monde qui gagne presque tout. Mathieu Van Der Poel, alors il a lui un peu moins couru que Fem Van Empel, 12 courses, mais quand même 11 victoires. Alors Mathieu Van Der Poel, c'est pas la première fois qu'il fait un presque perfect, puisqu'il l'avait déjà réussi en 2019-2020, où il avait fait 25 courses, 24 victoires. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, sur ce qu'il a montré cet hiver, avec donc ses courses, alors évidemment je me suis trompé sur les chiffres, c'est 13 courses, 12 victoires pour Mathieu Van Der Poel, on va faire ça bien comme il faut. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, sur ce qu'il a montré cet hiver, s'il a le meilleur niveau qu'il a jamais eu, ou est-ce qu'il y a déjà par le passé des saisons, peut-être 2019-2020, où on l'a vu encore plus puissant, plus costaud? Pour moi, 2018-2019, il était encore au-dessus. Parce que, bon, il y en a deux qui perdent, une chute débile et le Koppenberg Cross, où il était malade. Mais il avait commencé la saison genre 4 ou 5 octobre, comme Iserbyt ou d'autres feraient. Et il l'avait terminé fin février. Et enfin, sauf 2, il avait tout gagné cette année-là, quoi. Il doit être à 31, 32, 33 victoires. 32 victoires en 34 courses. Ouverte, voilà. Donc, voilà, quoi. Il avait fait une saison avec la longueur peut-être même plus longue que Elise Herbit, parce que Elise Herbit, cette année, à un moment, il était cramé, il s'est dit, je vais me prendre une semaine de repos. Mathieu Van Der Poel l'avait même pas fait. Et il avait presque tout gagné du début à la fin. Juste pas gagné la Coupe du Monde parce qu'il n'avait pas fait les déplacements en septembre aux États-Unis. Mais après, forcément, c'était très impressionnant parce que la majorité de ses victoires, c'est affolant de domination où il attend tranquillement le moment où il va en mettre une. Pendant un espace d'un petit mois, j'ai même eu l'impression que c'était au point où il restait tranquillement dans les premiers tours. Ainsi, les commissaires, ils calculaient le nombre de tours à faire pour que ça fasse 1 heure 2. Et il en mettait une après. Parce que si on regardait le temps de ses tours sur la deuxième moitié de course, en fait, on aurait dû faire un tour en plus s'il avait commencé comme ça dès le départ. Il avait un peu il y mettait un peu de bonne volonté pour pas faire trop mal aux autres. Non, mais c'est gentil parce que tu sais que toi, tu fais ton tour et après les autres, ils sont encore 7 minutes derrière. Quoi. Donc, c'est pour éviter qu'ils fassent une course trop longue. C'est vrai qu'il y a justement des moments comme ça dans la saison. Enfin, beaucoup de moments dans la saison pour Van Der Poel où j'avais un peu l'impression aussi qu'il suffisait qu'il aille à son rythme pour partir tout seul. Ah, c'est ce qu'il a fait. Ça faisait un peu ça, ouais. C'est un peu la question de savoir à quel point le fait qu'il n'y ait pas Wout van Aert au top, ça marque encore plus cette impression-là, où s'il ne saurait pas changer forcément énormément grand-chose, quoi. Mais, Est-ce que Wout van Aert, c'est le seul qui aurait pu l'embêter? À la limite, un Pidcock aussi en très grande forme, pourquoi pas, ou selon la météo, il y en a deux qui ont pu le titiller un peu. Mais voilà, quoi, Wout van Aert, dès leur premier affrontement à Moll, ça a été violent, quoi. Il s'est mangé plus d'une minute dans la tronche. La semaine d'avant à Rentals, une seule accélération et la course était pliée. Gaveureux, presque pareil. Diem, il a un peu attendu, presque pareil. Enfin, non, ouais, non, même un grand Van Aert, peut-être que là, il n'aurait pas été en mesure de l'affronter. Mais enfin, après, avec Dessy, on peut évoquer plein de choses. C'est vrai que tu faisais la comparaison par rapport à la saison 2018-2019. Johan, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Mathieu Van Der Poel et son niveau d'un point de vue physique et ses performances, outre les résultats, la façon dont il y allait gagner aussi, en comparant à notamment 2018-2019, comme le citait Geoffrey? Moi, de souvenir, c'était quand même un peu plus laborieux, pas déconner, mais un peu plus accroché.
un tout petit peu plus accroché. Là, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il est pas dans la même catégorie, que vraiment il se balade au milieu, quoi. J'ai même, enfin, c'est un peu une fausse impression, mais j'ai presque l'impression qu'il est arrivé genre vraiment au top de forme, machin, je vais tout défoncer, et puis il y a trop de différence, donc je vais relâcher un peu l'entraînement, j'irai gagner le championnat du monde tranquille, je me prépare déjà un peu pour l'an prochain. Ouais, enfin, tu sens que le mec il est vraiment à son summum physique et que soit en face t'as d'autres mecs un peu surpuissants qui peuvent exister de temps en temps, soit sinon c'est foutu, quoi. Non, parce que je suis quand même pas d'accord, parce que le 2018-2019, non seulement ils gagnaient, mais en plus on se faisait chier parce qu'ils mettaient une grosse mine au premier tour et c'est bon, ils étaient à 2, ils faisaient 45 minutes à 2 et ils remettaient une mine sur la fin et puis dans le dernier tour et puis c'était fini. Alors que là, Ouais, il mais je attendait trouvais le quand même que 4e c'était. tour pour en mettre une mine. Ouais, ils faisaient mumuse au 4e rang, ils faisaient attention suffisamment de pas marquer assez de points UCI pour toujours partir en 2e ou 3e ligne. Ils ménageaient le suspense dans les premiers tours, c'était sympa. Ouais, mais ça faisait. Enfin, c'est plus que le mec, il faisait tout. Enfin, il y a le moment où Wout van Aert, c'est lui, il s'amusait à faire les courses à fond du début à la fin, je sais pas trop pourquoi, tu vois. Mm. Là, je sais pas, j'ai quand même plus l'impression que le mec, il est en maîtrise pure du truc et que, enfin, il y a quand même plus de puissance, Mais après, il peut se plus permettre de aussi jeu. de faire ça parce qu'il a Oh oui, il a fait 12 courses sur l'année. oh oui, 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 ça aide aussi c'est sûr. de pouvoir davantage choisir son calendrier, faire un peu à la carte. On sait que Mathieu Van Der Poel, son objectif, c'est pas la Coupe du Monde, hein, c'est d'aller chercher le record de titres mondiaux. Mathieu Van Der Poel, il y a 1 mois et demi, il n'avait pas encore repris sa saison. C'est sûr que quand on voit tous ceux qui se battent depuis septembre, ça change. Et ça aurait même pu être moins s'il n'avait pas décidé d'aller reprendre à Rentals juste parce qu'il se sentait en forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait avancé son début de saison parce que la prépa se passait bien, un truc comme ça, je crois. Ouais, puis je sais pas, peut-être que le fait que ce soit dans la ville de Wout van Aert, ça a dû l'amuser d'aller commencer par écraser tout là-bas. Symboliquement, c'est sympa aussi. Après aussi, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Mathieu Van Der Poel dominer cette saison? On se dit, ouah, c'est incroyable de voir un coureur avec autant de puissance. Ou alors, bon, t'es gentil Mathieu, mais on sait que le suspense pour la victoire, il est foutu dès que t'es au départ, quoi. Ouais, t'es gentil, Mathieu, mais les courses de début de saison, elles étaient vachement bien. Tu veux pas nous les rendre? C'est bon, on va les récupérer avec la fin du trophée dans 15 jours, 3 semaines. Là. Middelkerk, Lille, ça va être sympa. Lille en Belgique, hein, pas Lille en Oui, France. c'est pour ça que j'ai pas dit Lille. En même temps, si tu te dis le cyclocross à Lille, ça va être sympa, personne n'y croit. Donc, Ouais, franchement, le cyclocross de Lille Métropole qui était autour du vélodrome de Roubaix, il fallait surtout pas passer par les terrains pour pas abîmer les pelouses. Et où du coup, c'était juste des lignes droites en gravier, et juste vite fait une mini descente derrière une des tribunes. C'était pas le meilleur des circuits. Surtout qu'ils faisaient le tour en genre 4 minutes 30, les pros. Ah oui, c'est pas l'idéal. Bon, sinon, en dehors de Mathieu Van Der Poel, il s'est pas passé que les victoires de Mathieu Van Der Poel. On a eu 7 vainqueurs différents en dehors de Mathieu Van Der Poel en Coupe du Monde. On a eu Thibaut Nys, Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Elie Zerbit, Joris Stuyvenhuis, Tom Pidcock et Wout van Aert, qui a réussi à profiter de l'erreur de Mathieu Van Der Poel à Benidorm. Est-ce que ça veut dire que finalement, cette saison, on a eu un plateau quand même assez ouvert, derrière Mathieu Van Der Poel certes, mais quand il n'était pas là, ou même pour la 2e place, ça se bataillait, il y avait vraiment beaucoup de suspense. Pas spécialement, parce que c'est plus ou moins toujours les mêmes qui revenaient. Après, les vainqueurs différents, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas tous eu leur pic de forme, on va dire, au même moment. Thibaut Nys était très fort en début de saison, il est un peu rentré dans le rang. Pim Ronhaar, pareil, il a commencé très fort, mais là, depuis quelques semaines, voire peut-être 2 mois, il a l'impression d'être un peu en dedans. À part pour aller taper un peu tout le monde à l'épaule contre épaule en étant ultra agressif dans ses trajectoires, qui a même manqué de faire tomber ses coéquipiers. Iserbit qui est fort en début, là, il a vraiment moins ça là tout de suite. Alors après, est-ce qu'il se reconcentre uniquement en espérant faire un truc au mondiaux? Enfin, il y a beaucoup de vainqueurs, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de manches de la Coupe du Monde, donc personne ne les fait toutes. Forcément, tu avais moins de vainqueurs quand la Coupe du Monde elle faisait 7 ou 8 manches. Oui, forcément, c'est compliqué d'avoir 8 vainqueurs sur 6 courses. Hein. Parce qu'il y a 3 ou 4 ans, on n'était pas loin d'avoir autant de vainqueurs aussi. Hein. Oui, après, il y a peut-être un côté où ça dépend des participations de Van Der Poel et Van Aert quand ils sont à leur top. Hein. oui, bah, forcément, après.
Mais par rapport aux dernières années, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même mieux, c'est que ça mieux redistribue les cours entre les différentes équipes qu'au moment où ils étaient tous à Powell, c'était très pénible. Là, au moins, c'était quand même plein de t'as la Trek qui se bat contre la Powell, qui se bat contre les individuels, et c'est un peu plus sympa quand même, quoi. Ouais, à part que niveau course d'équipe, Michael Van Torenhout, s'il pouvait regarder devant lui quand il court plutôt que de chercher les arbitres en permanence. Même les frères Schley qui passaient pas autant leur temps à chercher le copain où il est. Et pourtant, on sait qu'Andy cherchait Franck. Hein. Non, ça. Oui, c'est vrai que bon, on a souvent tendance à dire cyclocross, c'est un sport individuel. Mine de rien, on a quand même parfois des tactiques, des courses un peu d'équipe. Surtout qu'on a des équipes qui sont très représentées. Ouais, on pourra le voir aux mondiaux avec les Pays-Bas chez les filles, ça sera une belle course d'équipe. Ça dépend des situations, en effet. Après, en même temps, quand tu as la même nation qui a les 4 meilleures mondiales, on va pas leur demander de faire une course d'équipe. Oui, là, ça serait compliqué, en effet. Mais c'est vrai que oui, par rapport aux équipes, je crois qu'on a la Baloise Trek qui gagne avec Nice, Van der Haar, Ronard et Nieuwenhuis. Et Iserbit qui est le seul vainqueur du côté de la Powells. Sachant qu'on ajoute aussi... Van Torenhout, c'est un peu le côté dommage de cette saison qui s'est un peu blessé, qui est un peu moins bien, quoi. Mais il a quand même été champion d'Europe, et puis là, sur quelques derniers crosses, il avait l'air de bien revenir, Van Torenhout aussi. Il était super samedi. À suivre, celui qui a le plus suivi Mathieu Van Der Poel. Donc au final, dans l'ensemble, cette saison, derrière Mathieu Van Der Poel, est-ce que c'est une saison qui vous a plu dans sa diversité de vainqueurs ou pas forcément plus que les précédentes En vrai, qu'il y ait 4 ou 7 vainqueurs différents, tant que les courses elles sont sympas, on prend. Hein. Non, mais après, au-delà des vainqueurs, oui, on a eu quand même des belles courses, des beaux moments. Et puis des profils de coureurs un peu différents, quoi. Parce qu'entre un Neuenvis et un Iserbit, c'est pas vraiment le même profil, donc ça donne des trucs assez sympas quand même. Et puis une petite part de renouvellement. Joris Nieuwenhuis qui est pas spécialement jeune, mais qui arrive, qui revient à fond dans le cyclocross et qui a su être très présent. Lorenz Feck, qui commence un petit peu à redescendre. Derrière, il y a quelques jeunes qui poussent entre ceux qui sont espoirs ou qui sont à peine sortis des espoirs, qui commencent à être de plus en plus présents. Oui, ou même des Thibaut Nice, des Pim Ronard qui gagnent pour la première fois au niveau de la Coupe du Monde. Et Thibaut Nice qui fait une grosse saison. Il y a un creux de saison un peu compliqué où il avait besoin de faire une coupure parce que physiquement, il tenait plus. Mm-hmm. Mais là, il revient très bien avec ce qu'il a montré à Ride. Il a de quoi être confiant pour les mondiaux. Et est-ce qu'il y a un moment, une perf que vous retiendrez particulièrement de cette saison ? En dehors de Mathieu Van Der Poel, oui. Moi, les qualités techniques de Neuenvis, qui vraiment sur plein de cyclocross étaient vraiment beaux à voir, notamment sur la neige à Val di Sole, par exemple. Vraiment, c'est beau, quoi. Et Geoffrey ? Ouais, Tom Pidcock à Namur, pareil, c'était beau. La beauté du pilotage, les émotions un peu, quoi, là. Je vois ça. Alors à présent, je vous propose de passer un peu à une petite partie de débat, comme je l'avais évoqué en introduction de ce podcast. Comme j'avais dit, il y a eu pas mal de débats au milieu de la saison. Ça a commencé dès novembre, hein, quand Thibaut Nice a dit qu'il voulait manquer un peu des manches de Coupe du Monde pour faire un calendrier plus calme et prendre un peu son temps. Voilà, tous ces débats autour du calendrier de la Coupe du Monde, des participations des meilleurs. On avait vu justement David Lapartien qui suggérait en novembre sur Direct Vélo: si un coureur préfère rouler une épreuve nationale pendant des manches de Coupe du Monde, vous ne ferez pas les manches suivantes de Coupe du Monde et donc pas de championnat du monde. Mais bon, autour de ça, c'est aussi la durée de la manche de la Coupe du Monde qui est critiquée par certains. On est à 14 manches depuis 3 saisons. Avant le Covid, on était à 9 manches. Et justement, Lars Van der Haar, lui, il aimerait par exemple retrouver moins de manches un petit peu dans cette Coupe du Monde. Il expliquait à DCN que pour lui, faire des petites coupures dans une saison de cross, c'était finalement plutôt traditionnel et normal qu'il fallait. Il disait: je pense que 8 ou 9 manches de Coupe du Monde entre octobre et les mondiaux est la meilleure chose à faire. Alors donc, Johan, Geoffrey, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer à ce calendrier de la Coupe du Monde ? On sait qu'il y a des discussions qui vont être refaites du côté de l'UCI à l'occasion des mondiaux à Tabor pour voir
Qu'est-ce qui pourrait être changé pour le calendrier de la Coupe du Monde? On sait que ça sera des discussions qui seront en cours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui serait à changer au niveau de ce calendrier de la Coupe du Monde? La coupure début décembre, je l'aimais bien, parce qu'il y avait une début de saison qui avançait tranquillement. On se retrouvait à un mois de novembre qui était relativement dense, avec les championnats d'Europe et des courses assez importantes, le Koppenberg Cross, et il y avait Koksijde qui était en Coupe du Monde fin novembre. Et après, il y avait une coupure de 2-3 semaines où il y avait des courses un peu plus petites. Il y avait même parfois un week-end où il n'y avait même pas de super prestige ou de trophée. C'était juste d'autres petites courses en Belgique. Enfin, petites. Il y avait l'historique à Overijse qui est assez vieille. Et ensuite, ça reprenait courant décembre où on avait Namur et puis la grosse folle semaine en décembre. Et ça relançait la dynamique vers la ligne droite finale vers les mondiaux, ce qui permettait d'avoir une coupure, une semi-coupure pour à peu près tout le monde, et chacun choisissait au moment du creux où aller ou ne pas aller. Et ça fait qu'il y avait plus ou moins un vrai gros plateau un peu partout. Maintenant, après, ce qui me pose problème là dans la Coupe du Monde, c'est quoi ce bordel avec une Coupe du Monde où on a 14 manches et il y en a 6 en Belgique et 2 aux Pays-Bas? Ouais, c'est trop concentré. Bah, si tu mets 14 manches de Coupe du Monde, t'en mets 3 en Belgique et tu remets, j'allais dire t'en remets une en Italie, mais enfin une autre en Italie que Val di Sole sous la neige. La Suisse, la Tchéquie en ont pas. Les États-Unis, c'est quoi cette connerie d'envoyer les coureurs aux États-Unis pour qu'ils fassent une course de Coupe du Monde? Oui, c'est sûr qu'au moins Alors, les ok, années les précédentes, circuits on avait 2 américains, manches. en général, ils sont pas super, mais bon, ça va, ils ont fini par dégager le cross de Las Vegas, qui avait vraiment un des plateaux les plus moches, un des tracés, pardon, les plus moches. À part on s'amusait de voir The Nice monter l'escalier à vélo, quoi. Tellement c'était pas un escalier. Donc si je résume ta position, toi Geoffrey, ça serait de dispatcher un peu plus la Coupe du Monde dans différents pays et de retrouver un peu de Ouais, permettre ou, davantage une coupure aux coureurs pendant la saison. ouais, ou quitte à garder 13-14 manches, si tu as 2 manches belges ou 2 manches néerlandaises, en regrouper 2 sur un même week-end. T'en fais une le samedi, une le dimanche, et comme ça, tu te fais un moment où tu as une coupure, je sais pas moi, début novembre ou début décembre, où voilà, pendant 1 à 2 semaines, t'as pas de manche de Coupe du Monde, mais tu as du super prestige et le trophée qui va se retrouver à ces moments-là. Ce qui permettrait aussi aux circuits nationaux autres que la Belgique, parce que eux, ils ont suffisamment de moyens pour de toute façon tout passer à la télé. Donc il y a 2 courses par week-end pour les Belges, ça change rien du début à la fin. Mais enfin, ça fait con que la Coupe de France, ils aient pas à un moment 2 ou 3 week-ends pour avoir 2 courses et du coup un vrai beau plateau national. Et je dis Coupe de France, mais on peut étendre aux autres pays. Ah oui, bien sûr. La Coupe d'en France, elle s'en sort pas si mal côté français, mais on peut penser à la Suisse qui s'est fait détruire son change national, alors que c'était une vraie belle alternative pour le côté France, Italie, Suisse, course belge, quoi. Yoann, qu'est-ce que tu penserais, toi, de changements qui pourraient être à mener au niveau du calendrier de la Coupe du Monde? Bah oui, doubler les week-ends, quoi. En plus, on voit que sur la Coupe de France, ça marche assez bien. Je vois pas, enfin, y a pas trop de raison de pas vouloir faire de courses à côté l'une de l'autre, surtout quand en Belgique, t'es à 100 bornes tous les crosses les uns des autres, quoi. Mais Doubler les week-ends, ça serait quoi? Ça serait juste pour la Suisse, ou alors est-ce que ça peut être l'occasion aussi d'inciter davantage les coureurs à venir à Val di Sole, à Dublin, par exemple? bah, déjà, quand tu pars à l'autre bout de la planète, que Val di Sole, c'est à 5 heures de route de l'aéroport, bah, c'est un peu, enfin, tu vas pour une seule manche, un peu bizarre, quoi. À la limite, les week-ends conjoints avec une course belge où t'es pas trop loin, tu sais, tu fais un super prestige et après ta Coupe du Monde pas trop loin, ça marche assez bien aussi. Mais oui, organiser le calendrier pour que tu puisses faire la Coupe du Monde sans que ça soit stupide en termes de fatigue sur les à côté des courses, quoi. Et aussi laisser la place à toutes les autres courses, parce que le problème c'est quand tu fais 14 courses dans le calendrier, bah, tu bouffes toutes les autres courses sur le calendrier. Le calendrier c'est que la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, ça permet pas de faire exister tout le monde, quoi. Donc, pas ce qui marche le mieux. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que par rapport à un peu la répartition, je crois que c'était Geoffrey qui évoquait un peu cet aspect. J'avais vu Felipe Orts, le champion d'Espagne, qui vient régulièrement en Belgique et qui a notamment fait un podium sur une manche du Super Prestige cette saison, qui expliquait après l'étape de Benidorm à Villers-Flits, il disait une manche de Coupe du Monde par pays serait à mon avis une bonne idée. Est-ce qu'on peut se dire une Coupe du Monde, allez, peut-être on passe à dimanche, et on fait une en Belgique, une aux Pays-Bas, une en France, une en Italie, etc.
Si tu vas dans 10 pays différents, là, tu laisses le problème de quand est-ce que tu vas où, alors que tu pourrais coupler certaines zones géographiques. Val di Sole, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est loin de tout, mais tu peux caler une autre en Italie la veille et tu fais, je sais pas moi, une heure sur un vrai Non, mais terrain après, de on peut cyclocross, supprimer Val di ça Sole fait- aussi. Hein. Ouais. Je sens que c'est pas l'épreuve qui problème non plus, vous plaît le plus. En fait, ça serait rigolo si c'était pas paumé dans les montagnes, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Puis si tu veux faire des cyclocross sur un terrain gelé, tu mets deux manches de la Coupe du Monde en République tchèque, et puis tu as un peu de chance pour que, si tu es un peu en hauteur, tu un terrain qui soit un peu gelé. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'on avait eu ça par le passé. Hein. Mais puis la neige en plus en cyclocross, ça rajoute le côté particulier quand c'est rare. Euh, j'ai souvenir de saison, enfin l'année où Hawaii 2 c'était sous la neige et c'était gelé. Et à une semaine des mondiaux, du coup, il y en a plein qui n'avaient pas été ou qui avaient fait la course qu'à moitié. Il y avait eu un plateau complètement différent. Ça avait été super intéressant à suivre. Il y avait une manche de Coupe du Monde un peu avant encore, c'était à Calmed Out. Enfin, dès qu'il y avait de la neige, ça se retrouvait à être rare et ça avait un plus. Là, ouais, c'est bon, voilà. C'est Moi, j'ai le souvenir de Zolder sous la neige avec Lars Boom qui revient comme une fleur, c'est qui vient déboîter tout le monde. Ça, c'était très drôle. Sandwendel aussi en Allemagne. Enfin, là, c'est comme si on disait, bon, bah voilà, quoi, la neige en cyclocross, enfin, il ne suffit plus assez froid l'hiver ou ça neige plus assez, donc il n'y en a pas, donc on va en mettre une dans la neige pour dire que voilà, il y en a une dans la neige. Oui, en gros, l'idée que la neige c'est bien quand ça tombe dessus, mais c'est moins intéressant quand on va la chercher délibérément. Bah, faut pas qu'on se dise, voilà, on va faire un calendrier de la Coupe du Monde, on va faire comme pour les rallyes en voiture où il faut que tu aies certaines manches sur asphalte, certaines manches sur gravier et tout ça. Non, quoi, la météo, on va pas la forcer à être là. Non, mais si, ça peut être marrant, un mode un peu genre Mario Kart. Tu fais un truc très paysage, une course neige, une course désert, une course, tu vois, ça peut être marrant. Après aussi, parmi les arguments qui tournent pas mal autour de tous ces débats de la Coupe du Monde, il y a l'aspect du prize money, la rémunération des coureurs, et notamment un point qui peut rentrer en compte, c'est par exemple le fait que, je crois que du côté du Super Prestige, du X2O Trophée, il y a des primes à la participation, alors qu'il me semble que du côté de la Coupe du Monde, c'est seulement des primes de résultats. Et aussi, j'ai vu justement, c'était toi, Johan, qui m'avait partagé l'info, le At Last News, en Belgique, avait fait un petit sondage autour de différents acteurs du cyclocross, et qui disait notamment que le prize money est à peu près égal aux autres compétitions principales, mais il y a 2 fois plus de courses. Est-ce que ça veut dire que pour que la Coupe du Monde retrouve un peu plus d'importance peut-être dans l'esprit des coureurs ou de certains peut-être qui chercheraient à la délaisser en choisissant un peu plus leur calendrier, il faudrait davantage rémunérer? Après, moi, je trouve, par rapport à il y a, je sais pas, 10 ans, que la Coupe du Monde a une plus grosse place chez les coureurs que ça pouvait avoir avant, quoi. Maintenant, même chez les mecs, j'ai l'impression que le Super Prestige est derrière la Coupe du Monde, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps. Donc après, forcément que tu as tous les sponsors belges, tu as tout l'impact, tout ça, mais notamment aussi le fait que la Coupe du Monde soit tenue par Flanders Classic, donc organisateur tous les fonds, tout ça. Ça fait que pour moi, c'est de quand même, et que enfin, la majorité des coureurs, c'est des Belges, Flamands, Néerlandais, ça fait que la Coupe du Monde est quand même à la place centrale aujourd'hui et que c'est quand même la compétition majeure, c'est quand même là où tu vas, pas forcément en priorité, mais là où tu vas majoritairement. Donc je trouve pas qu'il y ait une place à remettre de la Coupe du Monde pour ça. C'est pour ça aussi que c'est un peu grotesque la partie 1 qui commence à péter des câbles parce qu'un coureur, enfin, saute une course quoi. Mais il y a sans doute quelque chose à faire pour faire que les coureurs soient moins obligés de faire la Coupe du Monde ou aient plus envie d'y aller naturellement plutôt que d'avoir l'impression d'avoir des contraintes des fois sur certains choix de calendrier ou de destination. Après, tu compares avec il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on était limite au creux de la Coupe du Monde où tu avais des années où tu avais 6 manches, où tu avais des tracés, celui dans le Berry en France ou celui sur l'hippodrome en Italie. Il y avait des tracés qui étaient absolument hideux. C'était magnifique, Ligny-Rambéry, là, ce tracé avec
avec les lignes droites qui faisaient 50 cm de large où les coureurs se rempliaient les uns sur les autres, c'était formidable. Ouais, et puis les plots de chantier là pour mettre des virages artificiels sur un terrain de gravier. Ah là là, mais entre ça et puis celui en Italie, je sais plus, c'était le Vélodrome, je crois que c'était à Rome, sur l'hippodrome où tu avais une seule caméra en plan fixe qui filmait tout. Ah oui, ça durait tellement longtemps pour remonter. C'était fou. Il y a eu des évolutions. Ouais. En plus, je crois qu'il y avait vent de face, vraiment, il mettait genre, le plan il devait durer 3 minutes, quoi. C'est incroyable. Du coup, à côté de ça, tu avais le Super Prestige, tu avais le trophée qui mettait plus de moyens pour la diffusion et tout ça. Donc forcément, le calendrier belge avait pris le dessus. Mais voilà quoi, non, mais l'appartient, il a pété un câble complètement cette année entre ça et les championnats du monde en décembre. La quinzaine qui suit Noël, enfin même un petit peu avant, si on compte Namur, enfin si on compte depuis Namur, on a 15 jours, 3 semaines, où c'est épique, où c'est génial en cyclocross. Enfin, il faut vraiment être sur place pour se rendre compte de ce que c'est. En plus, s'il y a vraiment un truc qui n'a pas changé, c'est ça. Le placement, de manière un peu globale, du début, fin Coupe du Monde, les mondiaux, par rapport à l'ensemble du calendrier de la Coupe du Monde, faut laisser ça tel quel? Ouais, des manches américaines début octobre, ceux qui veulent y aller y vont. Il y en a qui vont rester pour faire le calendrier américain ensuite. Il y en a qui vont revenir en Europe. Voilà. Ensuite, tu mets un bloc autour des championnats continentaux et tu mets 2-3 courses à ce moment-là. Le gros bloc de fin décembre, début janvier qui est génial. Et puis les mondiaux fin janvier. Ensuite, les routiers, ils veulent repartir, ils repartent, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent continuer à se faire 2-3 crosses, ils s'occupent en février parce que les Belges. Enfin, forcément, quoi, faut occuper tous les week-ends avant qu'il y ait l'Omloop et Kurn-Bruxelles-Kurn qui reprennent sur la route. Après, pour ce que disait Johan sur le fait que maintenant, les mecs qui viennent partout en Coupe du Monde, c'est aussi que les lignes de départ sont basées sur le classement UCI. Et au classement UCI, on a les meilleures places dans un nombre limité de classe 1 et de classe 2, et on prend tous les points de toutes les Coupes du Monde. Donc, si tu fais toutes les Coupes du Monde, ou si tu en fais beaucoup, forcément, tu marques plus de points et donc tu vas être plus souvent en première ligne. Oui, donc c'est le côté où plus tu participes à une Coupe du Monde, plus tu peux être mieux placé au départ. Typiquement, un Pim Ronard, il doit être 5e ou 6e mondial, il a fait quasiment que des Coupes du Monde. Okay, alors qu'un Michael Van Torenhout qui en a pas fait beaucoup au début, qui s'est fait une pause, enfin, il se retrouve à être beaucoup plus loin, même un Mathieu Van Der Poel qui n'a pas fait beaucoup de Coupes du Monde et tout ça, il est peut-être derrière Pim Ronard au classement UCI. Enfin, ça a peut-être changé là ce week-end dernier, mais peut-être qu'avant il était derrière. Enfin, alors que clairement. Mathieu Van Der Poel est 4e, Pim Ronard 5e. Ça se joue à peu près 100 points au classement UCI. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel est passé devant ce week-end. Alors que Pim Ronard, au final, il n'a pas fait tant de courses que ça. Il a dû en faire une vingtaine peut-être. Et encore, il a fait les courses. 22 courses. Voilà. Et encore, il a fait la course à Waterloo là, sur le parking de l'usine Trek. Parce que forcément, tous les ballots Trek Lions y vont. Après, il est pas mal, Waterloo, en vrai. Enfin... Non, mais si tu compares à certains autres tracés américains. Après, aux États-Unis, c'est qui tout double, parce que des fois, c'est des autoroutes où ça roule à gros plateau à 40 à l'heure, des grandes lignes droites, ça dépend. Ouais. Le Cross Vegas ne manque pas du tout. Après, pour finir sur un peu ce débat autour de la Coupe du Monde, j'avais vu par rapport justement à cette question de date, notamment Peter Van Den Abele, le responsable off-road à l'UCI, c'est-à-dire toutes les disciplines sauf la route, qui suggérait un peu à demi-mot, qui proposait, sinon on pourrait faire une Coupe du Monde qui va de mi-décembre à fin février. Et Tom Pitcock qui répondait, on va pas changer un sport pour 3 juste parce que nous pratiquons d'autres disciplines. Le calendrier de cyclocross va de fin septembre à fin février. C'est comme ça que ça doit être. Voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais, Geoffrey, quoi. Ouais, après, j'aurais presque envie de dire que c'est hallucinant la capacité de l'UCI à raconter n'importe quoi par moment. Même un mec qui gère bien des trucs comme Peter Van Den Abele avant qu'il se retrouve là-bas, se met à dire n'importe quoi dans tous les sens. C'est vrai que, pour finir là-dessus, Peter Van Den Abele, il y avait un passage qui m'avait fait un peu tiquer, c'est quand il comparait la Coupe du Monde de cyclocross à la Coupe du Monde de VTT en expliquant, regardez, la Coupe du Monde de VTT, ça va au Brésil, aux États-Unis, en Europe, ça va un peu partout dans le monde, et là, tout le monde vient. Oui, sauf que la Coupe du Monde de VTT, ça s'étend sur une période donnée beaucoup plus grande,
une amplitude de date beaucoup plus grande et pas sur 3 mois, 4 mois. Donc forcément... Je suis pas un spécialiste du VTT, mais il n'y a pas moins de manches en Coupe du Monde de VTT par rapport à la Coupe du Monde du cyclocross? Aussi, accessoirement. T'en as combien? 7, 8? Du coup, si t'en mets 7, 8, les mecs, ils viennent au 8. Alors que si t'en mets 14, les mecs, ils vont à 9, 10, 11, 12 pour certains. Et puis le VTT, c'est quand même beaucoup plus international que le cyclocross. Hein. T'as des Brésiliens, t'as des Sud-Africains, t'as Bon, des Australiens, tout ce que tu veux. Il y a un mec du Costa Rica au cyclocross. Ouais, super. Felipe... J'ai tellement honte d'être là. Ça, c'est vraiment le côté « Ah non, je veux plus être là, et puis je m'en vais. » Non mais oui, la petite image de Felipe Nystrom qui prenait des photos avec le public et Mathieu Van Der Poel qui arrivait tellement vite que le pauvre Nystrom a manqué de le renverser. Bon, ouais, alors qu'en vrai, les mecs qui sont largués, qui sont complètement à la ramasse, qui sont juste un kiff en venant se faire un hiver en cyclocross, c'est vraiment l'ADN du cyclocross. Oui, voilà, faut pas non plus enlever ça, faut pas lui enlever le plaisir de profiter. Et heureusement que Mathieu Van Der Poel lui a dit dans la foulée, ta place est là. Petit tips à ceux qui veulent aller faire des courses en Belgique de haut niveau. Si vous êtes dans un pays un petit peu exotique, si vous allez voir les organisateurs, ça leur fait un référencement sur les différents pays qu'ils accueillent dans l'organisation. Ça leur permet d'être bien classé après dans les catégories. Donc il y a moins qui vous acceptent dans la course, hein. Même si vous n'avez pas de niveau. Hein. J'ai souvenir je sais plus si c'était 2014 ou 2015, j'avais fait plein de cyclocross en Belgique cette année-là. Il y avait Alexander Revel, un Néo-Zélandais qui avait le niveau qui était complètement à la ramasse. Il faisait 3 tours, il se faisait rattraper à chaque fois. Mais il était avec son maillot noir, il avait une énorme moustache et tout le public belge, à force de le voir de week-end en week-end, était à fond derrière lui à chaque fois. Et voilà quoi, la Nouvelle-Zélande n'avait jamais dû avoir autant de points UCI en cyclocross que cette année-là. Mais ouais, tous les ans, il y en a des mecs comme ça qui débarquent d'on sait pas où, ils sont 3 mois en Belgique, ils se font un kiff. Et... Bah voilà, c'est ça le cyclocross aussi. C'est aussi ça le cyclocross, ouais. Bon, ça va refermer ce débat qu'on a pu avoir autour du calendrier. Vous avez évoqué différentes solutions qui pourraient, pourquoi pas, être mises en place. On verra ce comme que l'UCI décidera de mettre en place. Cyclisme, un débat sur un calendrier ou les infrastructures, forcément. La réponse finale, c'est « Mais pourquoi l'UCI fait ça, putain ?» Et forcément, on a moult options à proposer. En vrai, on ferait un podcast sur la piste, le calendrier de la Coupe des Nations et de la Coupe du Monde, j'aurais le même constat. Il y aurait de quoi dire peut-être aussi également. Mais bon, en tout cas, ici dans ce podcast, on va rester sur le cyclocross et on va finir par évidemment les pronostics pour les mondiaux, vos pronostics, Johan Geoffrey. Et avant justement que vous nous sortiez vos favoris, les vainqueurs que vous sentez, déjà un petit mot, ce parcours de Tabor, à quoi est-ce qu'il ressemble un petit peu? Ça peut donner quoi comme course? Si c'est humide mais pas trop, c'est hyper gras et ça peut être hyper physique. Et est-ce que Yoann va confirmer si j'ai les meilleures planches du calendrier? Ouais. Et je crois que j'avais cité quand j'ai fait un article sur les planches, je crois que j'ai cité Tabor parce que vraiment c'est nickel où il faut pour que ça ait un impact, qu'il y en a qui passent, mais qui passent pas et que en plus c'est vraiment le moment où tu remontes le plus de la course, quoi. Donc, de toute façon, c'est le moment clé un peu de la course souvent à cet endroit-là. Hein. Donc bon, on va retenir quoi? Les planches, après par rapport au circuit qu'on a l'habitude de... par rapport à d'autres circuits, on pourrait comparer à quoi? Ça va être quoi un peu les forces principales? C'est dur de comparer après. Hein. Non, mais c'est quand même... C'est pas nécessairement celui où les VTTistes pourront bien s'en sortir en prenant des grosses trajectoires à haute vitesse. Non, mais c'est plein de petits virages, pas forcément très rapides, beaucoup de relances, pas mal de dénivelé à force de monter, descendre la butte. Donc, si c'est sec, c'est pas forcément très sélectif parce que t'as quand même de l'aspiration, ça peut aller vite, mais ça peut être vite technique selon les conditions, ça peut être vite physique. Si c'est gras, ça peut être très très physique. Et justement, chez les hommes, ça pourrait avantager qui en particulier? Ça serait qui votre favori? Même si j'ai un petit pressentiment. Ça dépend pas du terrain. Donc bon, si j'ai bien compris, Geoffrey, Mathieu Van Der Poel. Mais en même temps, quelle que soit la course, même sur route, dès qu'il est au départ, tu me demandes un favori, je te dis Mathieu Van Der Poel. Donc il n'y a pas de raison que ça change pendant l'hiver. Hein.
Allez, en effet, au moins un peu de cohérence. Bon, du coup, Johan, je présume que c'est pareil, j'ai l'impression. Oui, enfin, il n'y a aucune course là, cette année qui m'a donné l'impression que ça peut être l'inverse. Mais... Sauf s'il rate une sortie de bac à sable, qui se prend un poteau. Non, la largeur, elle est conforme au règlement UCI à Tabor, contrairement au Benidorm. Bon, ben, on verra ça. Bon, sinon, en dehors de Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce que vous attendez bien sur ce parcours de Tabor chez les hommes, chez les élites? Michael Van Toornout. Michael Van Toornout, Geoffrey, je crois que tu m'avais précisé en amont de ce podcast qu'il avait gagné à Tabor. En effet, C'est Johan qui l'avait dit. Ah, c'est Johan, bon voilà, ça portait de l'eau à ton moulin, mais en effet, il fait partie de ceux qui ont déjà gagné à Tabor, lorsque c'était en Coupe du Monde. Il a gagné lors de la saison 2020-2021. Non, mais qui a gagné le championnat du monde, surtout Il a gagné chez le les championnat espoirs du à monde, Tabor. Et également. Donc, peut-être que ça va l'inspirer. On verra. Michael Van Toornout. Johan, de ton côté, ça serait qui ton deuxième homme? Moi, j'ai envie de dire Elise Orbit, qui finit quand même très correctement l'année, qui est sur un circuit qui lui va bien, qui a bien sa taille pour bien prendre des virages bien vite. Donc, qui me semble tout à fait capable de faire deuxième. Hein. Et bon, tant qu'à rester sur les performances passées à Tabor, il a gagné, il a été champion d'Europe Espoir. Voilà, Elise Orbit a gagné la saison dernière en Coupe du Monde à Tabor, et les 3 saisons d'avant, il fait deuxième. J'avais oublié celle-là en Coupe du Monde, j'avais en tête le résultat en championnat d'Europe. Voilà, on mutualise les forces. Il y a eu un beau match avec Tom Pidcock dans cette course-là. Donc vos pronos, Mathieu Van Der Poel sort du lot évidemment, mais vous notez également Michael Van Toornout et Elise Orbit. En vrai, je me dis Thibaut Nice, il était en très grande forme à Ride 2 et. Ouais, en fait, il y a beaucoup de monde à citer, quoi. Bah ouais, en fait, franchement, il y aura un énorme suspense si Mathieu Van Der Poel n'était pas là. Donc ça fera un gros suspense pour la deuxième place, ou finalement, est-ce que justement le fait d'avoir Mathieu Van Der Poel qui devrait partir devant, ça peut changer quelque chose dans la façon dont se courra la course? Non, mais de toute façon, pour tous les mecs qui sont au départ, ils vont courir pour les places de 2 et 3. Hein. Je pense qu'ils sont suffisamment lucides sur ce qui va se passer. Sauf si ils décident de payer très cher un mec de leur pays pour sacrifier le reste de sa carrière et aller foutre un pain à Mathieu Van Der Poel en pleine course. Mais... Non, mais aller payer des jeunes filles à l'hôtel le soir pour faire du bruit. C'est ça, faire du bruit dans la chambre, dans l'hôtel. C'est une technique qui a fait ses preuves. Bon, on va espérer que ça aille pas jusque là quand même. Hein. Vous êtes un petit peu mesquin. Bah oui, mais c'est déjà comme ça qu'il a perdu un championnat du monde. Hein. Si tu veux lui faire en perdre un championnat du monde, à un moment, faut avoir les vraies techniques. C'est vrai, ou alors peut-être qu'il faut changer les planches au dernier moment. C'est ça. Il y a un endroit où il s'attend à ce qu'il y ait des planches, il va sauter, en fait, il n'y a plus de planches. Après les hommes, vos pronos chez les femmes, qui pourrait s'imposer, Geoffrey, pour commencer déjà? Contrairement à tout le reste de l'année, là, je vais pas dire Lotte Kopecky. C'est plus compliqué sur du cyclo-cross, en effet. Ouais, enfin, elle a fait podium à des championnats de Belgique l'année Covid où il n'y avait pas de compétition sur piste. Donc bon, si elle se le faisait à fond, il y aurait moyen qu'elle ait des résultats. Non, Fem Van Empel, hein, mais c'est pas très original non plus. Ouais, Fem Van Empel qui a fait une saison, comme Mathieu Van Der Poel, on les avait comparés tout à l'heure. Au-dessus du lot, on verra ce qu'il lancera à Tabor, mais donc pour toi, Geoffrey, à part largement favorite de la même manière que ce qu'elle a montré cette saison en Coupe du Monde? Ouais, sur la fin, pas sur le dernier week-end, sur ce d'avant, je me disais peut-être que, mais non, là, le dernier week-end, c'était affolant, donc ouais, non, je pense qu'elle va gagner très facilement. Et Johan, quelle serait ta favorite? Bah moi, sur Twitter, j'ai pronostiqué que Blancavas allait gagner et qu'on allait avoir Sanécorne sur le podium. Ah oui, c'est... Quel est le pronostic le moins probable entre ces deux-là? Sanécorne. Non, mais il donne des pronos sur Sanécorne comme moi j'en ferais pour Marianne Vos sur la route, quoi. Ça serait beau, mais il croit quand même pas. À Tabor, c'est pas le pire circuit pour ça, mais bon, il y a un peu de monde devant, ouais. Bon. Après, par contre, Blancavas, qui va faire sa spéciale d'arriver à un pic de forme incroyable pile le jour du championnat ou des JO et qui va faire une dinguerie, ça j'y crois un peu quand même. Bon, après, ça n'empêche que ça reste un peu ton petit pronostic un peu audacieux, comme tu as l'habitude de nous en proposer, quoi. Bah, c'est semi-audacieux, là, vu
vu la dernière course. Mais, elle fait 2e de la dernière Coupe du Monde. Oui, non, voilà. Tu as fait pire, mais t'aurais pu jouer la simplicité et dire Femme Van Empel, en effet. Je peux faire pire, hein. Je peux dire Laura Verdon shot ou des dingueries comme ça, mais après j'y crois pas trop. Mais... Et après, pour finir sur ces mondiaux de Tabor, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des crossmen et crosswomen françaises? Les catégories de jeunes, comme d'hab. C'est-à-dire, on peut avoir des titres partout ou... Chez les juniors, on peut gagner les deux. Chez les espoirs, côté masculin, on peut jouer la gagne, même si j'y crois pas plus que ça. Non, côté féminin, non. Mais on existera un peu plus là-dedans, alors que chez les élites, je vois au mieux une bataille pour le top 15 côté féminin, une bataille pour le top 10 côté masculin. Donc. Tu peux tenter un top 5 mec et top 10 chez les filles. Hein. Ça peut se faire. C'est vrai qu'il y a moins de Belges et de Néerlandais, forcément, vu qu'ils ont un nombre limité au départ, mais... Donc il y a moyen pour toi, Johan, de mettre une petite pièce sur Clément Venturi, top 5, et Hélène Clausel, top 10? C'est déjà arrivé, hein, déjà. Donc, Clausel sur le championnat du monde, je sais plus, mais c'est pas incroyable de penser que Venturi puisse finir dans le top 5, alors que là, ça fait déjà 2 top 10 en Coupe du Monde sur la dernière course, que Tabor, ça y convient pas trop mal. Pareil, Hélène Clausel ou Amandine Fouquenet dans les 10, personne ne va tomber de sa chaise après si ça arrive. Hein. Et donc toi aussi, Johan, c'est plus chez les juniors qu'on a des chances de titre. Ça, on va quand même rappeler qu'on a Aubin Sparfel qui est deuxième de la Coupe du Monde avec 3 victoires. Et chez les femmes, Célia Géry a remporté le classement général avec là aussi 3 victoires. Pour côté féminin, pardon, j'aimerais me corriger parce que je me dis, je prenais en compte, j'avais en tête la hiérarchie qu'on a sur les Coupes du Monde, mais c'est vrai que Zemanova, Schreiber, Backstedt, Benvel, elles vont pas être là. Donc forcément, ça libère un peu de place et dans le top 10, derrière cette néerlandaise, Katavan Blancavas et peut-être quelqu'un d'autre, il y a moyen. Il y aura une ou deux Belges dans le top 10. Sinon, pour revenir sur les juniors, Johan? Oui, Célia Géry, si les seules courses qu'elle a perdues cette année, c'est parce qu'elle n'avait pas les jambes. Donc, si elle est en forme, elle gagne. Vraiment, il y a zéro doute là. Après, chez les juniors hommes, ça peut être quelqu'un d'autre qu'Aubin Sparfel en soi, qui a un très beau collectif et ça peut être un autre qui va gagner la course. C'est pas forcément aussi réglé que ça, surtout que les Français, pour le coup, ça dépendra un peu des conditions météo, mais peuvent se la jouer collectif et venir battre les zones nationales comme ça. Pour citer les autres, on a Jules Simon, Théophile Vassal, Paul Sexas, notamment qui ont... Pas Sexas du coup, mais... Ah oui, c'est vrai, Paul Sexas qui est blessé, donc il ne sera pas au mondial. Tu fais bien de le préciser. Mais il y a du beau monde et Aubin Sparfel ne sera pas tout seul. Hein. Si on fait le bilan, on peut finir ces mondiaux de cyclocross avec 2 titres. Allez, le relais mixte. Le relais, hein. Surtout que les Pays-Bas ont dit qu'ils n'avaient pas à se présenter parce que difficultés techniques, blablabla, je sais pas quoi. Donc, a priori, on est favori. On va espérer que ça se passe aussi bien que les derniers relais qu'on avait eu sur route, hein, aux mondiaux et aux Europes. Hein. Au championnat d'Europe, on a gagné cette année le relais mixte. Ou alors, je dis une bêtise, mais il me semble. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois qu'on... Voilà, c'est ça. Je crois qu'on avait éclaté la concurrence en plus, vraiment genre tranquille. Quoi. Ouais, c'est ça, on avait eu, pour refaire le détail, on a vu Aubin Sparfel qui du coup ne sera pas là, Rémi Lelandais chez les espoirs, Célia Géry chez les juniors femmes, Electa Galezo chez les espoirs femmes, Hélène Clausel et Joshua Dubo qui avait fini chez les élites hommes. Ouais, mais... parce que quand tu as une Célia Géry qui est capable de tourner au rythme des coureuses élites féminines, après ça peut bien... on avance sur tout le reste, quoi. Donc, C'est vrai qu'à Pontchâteau, Célia Géry n'avait mis que 2 secondes de plus que Hélène Claudel. Donc c'était quand même pas si mal. Donc allez, on pronostique 3 titres pour ces mondiaux? Ouais, allez, soyons fous, on peut dire ça. Allez, Johan, tu valides? Ouais. Est-ce qu'on finirait premier au tableau des médailles ou pas? Si on a 3 titres. Si Bordel Grosso, Femme Van Empel, Mathieu Van Der Poel, ça peut déjà être pas mal pour les Pays-Bas. Et je vois plus les Pays-Bas récupérer quelques médailles d'argent à côté. Oui. Parce qu'après, chez les espoirs hommes, mais après, oui, c'est compliqué. Bon, en tout cas, faudra voir ça, faudra suivre ça, mais il y aura des belles chances chez nos jeunes. Et puis, on n'oublie pas, le top 5, top 10, pronostiqué par Johan, par Geoffrey, pour les élites. On verra donc ce qui se passera sur ces championnats du monde ce week-end à Tabor.
en République tchèque. Je vais vous donner le programme complet de ces mondiaux. On aura donc vendredi, départ 12h35, le relais mixte. Samedi, on aura les juniors dames, espoir hommes et élite dames. Et dimanche, nous aurons les juniors hommes, espoir dames et élite hommes. Voilà pour le programme. On va arriver à la fin de ce podcast. On a bien passé en revue ce qui s'est passé au cours de cette saison. Les courses, les débats sur le calendrier et les pronostics pour ces mondiaux de Tabor justement. Merci Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast. Pour le prochain Chasse-Patate, on se donnera rendez-vous courant février, d'ici 2 semaines à peu près. Et en attendant, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.